Alors aujourd'hui, on va plonger dans une nouvelle vraiment intense de la littérature française, Le Mur de Jean-Paul Sartre. Cette histoire, elle est parfaite pour comprendre une philosophie qui peut paraître compliquée, mais qui est en fait fascinante, l'existentialisme. On va voir ensemble comment Sartre se sert de ce récit pour nous expliquer ses plus grandes idées. C'est parti! Imaginez la scène. On est dans une cellule en pleine guerre civile espagnole. 3 hommes, Pablo, Tom et Jean, savent qu'ils vont être exécutés au lever du soleil. L'ambiance est hyper lourde, on peut presque toucher l'angoisse. Et c'est justement là, dans cette situation complètement extrême, face à la mort, que Sartre va nous montrer ce que ça veut dire être un humain. Pour bien piger ce que Sartre veut nous dire, il faut commencer par son idée la plus célèbre. C'est une phrase qui a l'air un peu savante au premier abord, mais vous allez voir, elle est super puissante. C'est ce principe que, pour les êtres humains, l'existence vient avant l'essence. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien pour Sartre, on arrive dans le monde sans mode d'emploi, sans but qui aurait été décidé pour nous, sans nature humaine toute faite. On existe, c'est tout, on est là. Et c'est seulement après, par nos choix, par nos actions, qu'on va se définir nous-mêmes, qu'on va créer notre propre essence. En gros, on n'est pas défini à la naissance, on devient ce qu'on choisit d'être. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple tout simple. Pensez à un objet, une carafe, par exemple. L'artisan, avant même de la fabriquer, il a l'idée de la carafe. Il sait à quoi elle va servir, n'est-ce pas? Son but, son essence, existe avant l'objet lui-même. Eh bien pour Sartre, pour l'être humain, c'est exactement l'inverse. Personne ne nous a pensé ou conçu avec un but précis. On existe d'abord. Et ensuite, c'est à nous de jouer, à nous de nous définir. Et là, cette idée nous amène à un concept un peu paradoxal, mais qui est vraiment le cœur du réacteur chez Sartre. S'il n'y a pas de destin, pas de mode d'emploi, ça signifie une chose. On est radicalement, totalement libre. C'est une liberté si grande, si totale, qu'il va jusqu'à dire qu'on est condamné à être libre. On pourrait se dire, attends, libre, ils sont enfermés dans une cellule, ils vont mourir, où est la liberté là-dedans? Mais c'est justement ça que Sartre veut nous montrer. Même dans cette situation où tout semble perdu, la liberté existe encore. Bien sûr, ils ne peuvent pas choisir de vivre, mais ils peuvent choisir comment ils vont affronter la mort. Est-ce qu'ils vont craquer, hurler, rester dignes et silencieux? Ça, c'est leur dernier choix, leur ultime liberté. Et c'est précisément le choix que fait Pablo, le narrateur. Il choisit la lucidité. Il refuse de juste subir sa mort passivement, comme un animal qu'on mène à l'abattoir. Non, il veut la regarder en face, essayer de comprendre. Ce choix d'assumer sa condition, même la pire, et d'y faire face en pleine conscience, c'est ça que Sartre appelle l'authenticité. Finalement, toute la nouvelle tourne autour de cette question. Quand il n'y a plus aucun espoir, quand les murs se referment littéralement sur nous, où est-ce qu'on peut encore trouver de la liberté? Et la réponse de Sartre, c'est qu'elle n'est pas dans les circonstances extérieures. Elle est à l'intérieur de nous, dans notre capacité à choisir notre attitude. D'accord, donc on est libre, mais attention, on n'est pas seul sur une île déserte. Notre liberté, elle se confronte sans arrêt à celle des autres. Et pour analyser ça, Sartre utilise 2 autres concepts hyper importants. Le regard des autres et ce qu'il appelle la mauvaise foi. Vous vous souvenez du médecin belge qui entre dans la cellule? Il est là juste pour observer, pour prendre des notes. Il ne juge pas, il est professionnel, presque froid. Mais son simple regard a un effet dévastateur sur Pablo. Tout à coup, Pablo ne ressent plus seulement sa peur de l'intérieur. Il se voit de l'extérieur, comme un objet d'étude, un corps qui a peur. Et ça, c'est le regard de l'autre qui le force à prendre conscience de sa propre angoisse. Cette phrase de Pablo est juste parfaite pour illustrer ça. Il transpirait de peur depuis un bon moment, mais il n'en avait même pas conscience. C'est le regard du médecin qui agit comme un miroir et qui le lui a révélé. À ce moment-là, il se sent exposé, nu, presque honteux. Voilà, c'est ça, la puissance du regard des autres pour Sartre. Il peut nous transformer en objets et nous faire sentir jugés. Face à l'angoisse terrible de la mort, on peut aussi choisir de fuir. Et c'est exactement ce que fait Tom, l'autre prisonnier. Lui, sa tactique, c'est de parler sans arrêt, de s'agiter. Il fait tout pour ne pas laisser de place au silence, et donc à la pensée de la mort. Pour Sartre, ça, c'est un exemple typique de mauvaise foi. C'est quand on se ment à soi-même, quand on joue un rôle pour échapper à une réalité trop dure à affronter. C'est une forme de fuite. Donc, si on récapitule, c'est comme si chaque personnage de la nouvelle incarnait une grande idée de Sartre. On a Pablo, qui représente l'authenticité, le choix d'être lucide. On a Tom, qui illustre parfaitement la mauvaise foi, la fuite face à l'angoisse. Et on a le médecin, qui est là pour nous montrer le pouvoir du regard des autres. Allez, on arrive à la fin de l'histoire, au moment du dénouement, et à un dernier concept absolument clé, l'absurde.
L'absurde pour les existentialistes, c'est le choc, la collision entre notre désir humain de trouver un sens et une logique à tout ce qui arrive et l'univers qui, lui, est complètement silencieux, indifférent et sans logique. Rappelez-vous de ce retournement final complètement fou. Les gardes proposent un marché à Pablo. Dis-nous où se cache ton ami Ramon et tu as la vie sauve. Pablo, à ce moment-là, a décidé que plus rien n'avait d'importance. Alors, en guise de blague, il ment. Il leur dit au hasard que son ami se cache au cimetière. Et là, c'est l'ironie la plus cruelle et la plus totale. C'était vrai. Par le plus grand des hasards, son ami s'y était réfugié. Résultat, Ramon est tué et Pablo, qui voulait mourir dignement sans trahir, se retrouve vivant mais traître malgré lui. Et face à cette situation complètement insensée, à cette blague cosmique et tragique, que fait Pablo? Il éclate de rire. Pas un petit rire, non. Un rire incontrôlable, un rire qui le submerge au point de lui faire venir les larmes aux yeux. Mais attention, ce n'est évidemment pas un rire de joie. C'est le rire de celui qui vient de comprendre la vérité profonde de l'existence. Il n'y a pas de plan, pas de justice, pas de sens caché. Il n'y a que le hasard, l'ironie, l'absurde. Et cette prise de conscience, elle est à la fois tragique et, d'une certaine manière, complètement libératrice. Et c'est sur cette grande question que Sartre nous laisse. Si le monde est absurde, si rien n'est écrit d'avance pour nous, alors tout repose sur nos épaules. C'est à chacun de nous de créer un sens pour sa propre vie à travers ses choix et ses actions. C'est une responsabilité qui peut sembler immense, mais c'est aussi ça notre plus grande et notre plus belle liberté. C'est ça la grande leçon du mur.